on s'est dit, est-ce qu'on n'essayerait pas de à la fois montrer qu'il est possible de s'amuser autrement, par l'exemple, pas en donnant des leçons, mais en essayant des choses, et à la fois associer cette logique de développement durable avec un moment positif, plutôt que de prêchi-prêcha, voilà. Ça a été un petit peu ça qui était, cette logique qui était à l'origine de la CEMO. C'est clair que dans cet exemple des gobelets réutilisables, en fait, au début, on s'est posé la question, mais est-ce que c'est vraiment plus intéressant d'un point de vue environnemental, parce qu'il faut les laver, etc., que du jetable? On s'est dit, en fait, que ce soit plus intéressant ou pas, peu importe, à la limite, l'intérêt, il est effectivement de sensibiliser les gens et d'essayer de sortir de cette logique absurde de l'usage unique. Bon, après, on a fait des études et tout ça, et on voit que c'est jusqu'à 200 fois plus intéressant d'un point de vue environnemental, ce qui, intuitivement, était l'évidence. Mais, je veux dire, il y a cette logique-là aussi, quoi, qui est importante, de s'éduquer nous-mêmes, entre nous. Bienvenue pour un nouvel épisode de Mythes de Transformers, le nouveau podcast de Transforma, à travers lequel on vous parle des histoires entrepreneuriales inspirantes des membres de la communauté de Transforma. Transforma est un coworking basé à Bruxelles et à Zaventem. Moi, je suis Federica. Aujourd'hui, je suis avec Anis. Bonjour Federica. Nous sommes les animateurs de ces podcasts et aujourd'hui, nous allons vous présenter Samuel Chapelle, qui est le fondateur du festival La CEMO et le directeur de l'SBL Pastou, qui coordonne l'organisation de plein d'événements à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le premier festival durable en Belgique. Tout à fait, mais moi je veux en savoir plus, on est là pour ça. Bonjour. Bonjour Samuel. Donc si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le liker, vous pouvez même laisser un message vocal. Donc bonjour Samuel, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. C'est super sympa de t'avoir parmi nous. Merci pour l'invitation. Tu es toujours parmi nous, mais en tout cas souvent, tu es au podcast avec nous aujourd'hui. On va commencer par en savoir un peu plus sur toi peut-être. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu es arrivé à être directeur de Pastou, fondateur de ACMO? C'était quoi qui t'a amené à tout ça? D'accord, une vaste question. Aujourd'hui, je suis le papa de 2 toutes petites filles qui grandissent un petit peu, donc c'est un métier à temps plein aussi. Mais donc il y a quelques années, j'ai été assez actif dans les mouvements de jeunesse et puis j'ai étudié la communication à l'IEX. Et voilà, dans mes passions, j'avais envie de travailler avec d'autres sur des événements, des événements parce que ce sont des lieux de rencontre. Et on s'est assez vite rendu compte en fait que beaucoup d'événements étaient à la fois très chouettes en termes de liens sociaux, mais aussi très polluants ou des lieux vraiment de gaspillage à tout point de vue, quoi, que ce soit en termes de déchets, d'énergie, de mobilité, etc. Et donc on s'est dit, si on essayait de montrer qu'il était possible de s'amuser autrement, en fait, sur cette base, à la fois d'un côté on voyait que euh, oui, les festivals, les événements sont des lieux vraiment de gaspillage. D'un autre côté, on se rendait compte que le développement durable était souvent associé à quelque chose de moralisateur, de négatif. Déjà, il y a une quinzaine d'années, quoi. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on n'essayerait pas de à la fois montrer qu'il est possible de s'amuser autrement, par l'exemple, pas en donnant des leçons, mais en essayant des choses, et à la fois associer cette logique de développement durable avec un moment positif, avec un moment festif, plutôt que de prêchi-prêcha, voilà. Ça a été un petit peu ça qui était, cette logique qui était à l'origine de la CEMO. On s'est dit, un chouette moyen de mettre ça en place, de le créer, c'est de mettre en place un festival et d'essayer nous-mêmes de faire les choses autrement avec des chouettes succès et des beaux flops aussi, comme dans tout projet. Nous, on s'était rencontrés il y a 12 ans, je pense, 12 ou 11 ans, 2010 ou 2011, je ne me rappelle plus exactement. C'était au Hub Brussels. Oui. Donc, c'était le premier espace qui s'identifiait ou se présentait comme espace de coworking et pas business center à Bruxelles. Et à l'époque, j'avais organisé une conférence avec plusieurs intervenants sur comment organiser des événements durables. Et donc, voilà, je t'avais invité pour que tu parles de la CEMO. Ça, c'était la première interaction qu'on a eue ensemble. Tout à fait. Et à l'époque, justement, tu parlais de tout ça et
en 2010-2011, la durabilité n'était pas encore, on va dire, un sujet très présent comme aujourd'hui. Donc Malheureusement vraiment non, hein. pionnier, quoi. Bah, c'est vrai qu'au début quand on a lancé ça, c'était, oui, ça avait un côté pionnier, même un petit peu bizarre. On se demandait un petit peu avec quoi on venait, l'époque n'était pas à ça, bien que bon les signaux étaient déjà là, hein. Il y a 15 ans et même il y a 30 ans, les signaux étaient déjà là. Mais bon, malheureusement, c'était une thématique qui était pas du tout, à l'ordre du jour et du coup, voilà, on est dans un secteur, culturel ou événementiel, avec des belles machines, avec des événements qui ont quelques années d'existence. C'est pas évident évidemment de modifier une trajectoire sur un événement qui a déjà un public important, qui a déjà ses codes, qui a déjà son fonctionnement et donc, hem, pour nous, ça a été plus facile peut-être parce qu'on venait de rien et on a construit notre événement autour de ça, en étant honnête et transparent avec le public aussi, en disant: «Voilà, on va tenter ces choses-là». Et c'est vrai qu'à la fois, on a été assez vite reconnus pour ce travail pionnier puisqu'il y a pas beaucoup de modèles en Belgique, même en Europe, à ce niveau-là et donc très suivi, par d'autres organisateurs d'événements et puis aussi très soutenu par toute une série d'acteurs, qu'ils soient associatifs ou autres, qui avaient eux aussi envie de faire bouger les choses, comme c'était ton cas, à Hub Brussels. Mhm. Oui, oui, et enfin, j'entends ce que tu dis, et c'est moi, en tout cas à l'époque, moi maintenant évidemment avec les enfants et tout, je faisais pas mal de festivals tous les ans. Mmh. Et la première chose qui frappe, surtout le lendemain, si on va dans un camping, c'est la quantité de déchets sur le terrain du festival et sur le camping. Donc par exemple, sur le camping, les tentes qu'on laisse sur place, donc tentes Décathlon qu'on achète pour 30 euros, et les jeunes les utilisent pour un week-end, puis les laissent sur place, déglingués. Je me rappelle une fois, j'étais pas que le pop, et j'ai passé la nuit donc, dans le camping, et le lendemain, j'ai jamais vu un truc aussi dramatique, quoi, Mmh. en termes de déchets. Puis, il y a plein d'autres choses à lesquelles il faut faire attention. Ouais, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a même dans certains campings de festivals des gens qui faisaient brûler leurs tentes à Ouais, l'essence, ouais, pour c'est pas ça. devoir les ramener, c'est Ouais. vraiment une logique complètement hallucinante. Et c'est vrai que les déchets, tu en parles, c'est un des éléments qui est le plus visible parce que, Ouais. ça sent mauvais, c'est moche, bon, on a commencé enfin, une des premières mesures qu'on a prises, c'était autour des gobelets Exact. réutilisables, il y Ouais. a il y a il y a 15 ans maintenant, puisque c'était un truc qui était un peu incontournable. Dans les festivals, les gens marchaient, ça faisait crunch crunch sous leurs pieds tellement il y avait des gobelets partout. Hem Et on s'est dit: comment faire pour, retirer ça?» Et en fait, ce qu'on a mis en place à ce moment-là n'avait rien de révolutionnaire parce que c'est ce qui existait pendant des millénaires avant nous. Les gens, créaient un objet et le réutilisaient. Alors ici, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'il y a plein de gens au même endroit, au même moment, qu'il faut faire vite, qu'il y a des normes d'hygiène et cetera. Mais du coup, on s'est lancé en se disant: «On va», en fait, la première année sur ces gobelets réutilisables, ça n'existait tellement pas qu'on s'est dit: «On va tester le truc». On est pas Est-ce que ça a marché ou pas? On ne sait pas et donc on a voulu un petit peu, on a laissé le choix aux gens, en fait. Il y avait soit des gobelets Ah jetables oui. qui étaient en maïs, bon, c'est un peu mieux que le plastique, mais enfin, ça reste pas terrible et l'autre possibilité pour les gens, c'était d'acheter un gobelet, qui était un gobelet un petit peu plus grand, donc c'était 33 centilitres, les autres, c'était du 25 centilitres. Donc ils devaient l'acheter une fois et du coup, ils recevaient, pour le même prix, une plus grosse bière, Ouais, ça c'est bien ça. on voulait encourager, en fait, et mettre en valeur le geste, responsable, quoi. Et bon, ces gobelets ont été tout de suite vendus, il y en a tout de suite plus eu. Et donc on s'est dit: «OK, les gens vont vite l'adopter». L'année suivante, on est passé, au 100 réutilisable, avec une logique qui bon là, c'était une première, c'était pas super fluide au bar parce que les gens devaient donner leur gobelet, il fallait se souvenir qui l'a donné et cetera. Avec voilà, potentiellement au niveau hygiène, c'était un peu limite. Donc on est repassé aux gobelets réutilisables, mais à usage unique sur l'événement. Enfin, on ne doit pas rentrer dans les détails, mais je veux dire tout ça pour dire que tout ça, ça se construit, quoi et c'est ça qui est chouette aussi. On avait acheté des gobelets, qu'on lavait et séchait nous-mêmes. On faisait des grandes pyramides de gobelets pour qu'ils sèchent et cetera. Et puis petit à petit, d'autres événements nous en ont demandé et on a, travaillé, à ce moment-là, il y a une structure qui s'est aussi, mise en place en France. On a travaillé avec eux et on a essayé de mettre en place
des systèmes de nettoyage, de séchage plus performants. Et puis voilà, le produit, entre guillemets, a décollé, la solution a décollé. Aujourd'hui, elle est incontournable, elle devient même obligatoire d'ailleurs. Il était temps, on a envie de Où dire. ça? Ben, en Belgique, alors je pense que ça a commencé à Bruxelles en étant obligatoire, mais sans être vraiment appliqué. Apparemment, à partir de 2023, ça Ah, va ok. être obligatoire. Parce qu'hier, j'étais au Sports Palace et Ah oui. là aussi, enfin, là encore, il y avait des gobelets en plastique. Normalement, le jetables plastique par à terre, usage le unique. crunch. Ah voilà, Tout à c'est fait. ça. Donc, on est en train d'écouter et puis tu as un tas de plastique à côté de toi. Mais c'est un exemple intéressant, je trouve, les gobelets, même si, bon, pour nous, c'est plus du tout une nouveauté. Mais parce qu'en fait, au départ, c'est quelque chose qui est neuf et comme toute nouveauté, bah, c'est compliqué à faire adopter par les gens. Et puis, il y a quelques incitants financiers au début pour aider les gens à y passer. Et puis, ça devient un petit peu la norme. Et puis, à un moment, bah, le législateur dit bah, maintenant, tout comportement qui sort de ça et qui est donc irresponsable parce qu'il y a des solutions qui existent, bah, est interdit ou est sanctionné. Et donc, voilà, c'est intéressant. Le malheur, c'est que dans une logique un peu d'urgence dans laquelle on est aujourd'hui, ça a mis 15 ans, mais en soi, c'est quand même, voilà, je trouve un cas d'école qui est assez intéressant et qui est assez visuel et visible, quoi, oui. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que vous avez mis en place la solution. Donc, il n'y Ouais. avait pas de solution qui existait, vous l'avez mis en place, vous l'avez testé, prototypé et même amélioré. Et après, c'est devenu incontournable avec les acteurs, surtout bruxellois. Oui. Moi, j'ai vu en tout cas. Par exemple, le BSF, BSF, ouais. direct, très vite, Ouais. relativement. Donc, ça a pris 5 ans peut-être. Ce Ouais, qui ils ont est été assez vite, relativement ouais. vite. Et plaisir d'hiver aussi. Plaisir d'hiver, toutes tout les ça. séries d'autres. Donc, Et vous avez eu maintenant, un impact. oui, on a eu un impact et alors, bon, on n'est pas les seuls. On a vu qu'en France, ça s'est passé un peu de la même manière, avec EcoCup qui a lancé ça dans le sud de la France plus ou moins en même temps que nous. Mais c'est vrai qu'on voit que, par exemple, en Flandre, il n'y a pas eu d'opérateur qui s'est lancé comme on l'a fait ici et du coup, ils ont aussi eu quelques années de retard. Maintenant, c'est en train de bien prendre. Donc, voilà, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais c'est chouette de se rendre compte qu'en fait, quand l'un ou l'autre acteur, enfin voilà, je veux dire, nous on était étudiants, on avait 22 ans, je crois que j'avais 22 ans et j'étais le plus vieux quand on a lancé ACMO. Euh, Quelques acteurs prennent les choses en main, essayent des choses. On a souvent l'impression que le changement est impossible et c'est vrai que Mhm. c'est vertigineux, hein, la situation dans laquelle on est, qui est, on va pas se mentir, tout à fait catastrophique au niveau environnemental notamment, et pas que climatique, mais les conséquences sont en train de nous tomber dessus et on voit que le début. Ben, on se sent super impuissant et globalement on l'est, mais je veux dire, par des petits gestes, on peut faire changer des choses. L'impact que ça va avoir au final, j'en sais rien, mais Bah, l'impact, c'est qu'on aura une planète plus propre, déjà. Ça, En je tout pense. cas, oui. Sensibiliser aussi, hein. Je pense que au début, peut-être les personnes qui participaient à votre festival venaient déjà parce qu'ils partageaient des valeurs et tout, mais au fur et à mesure, ça sensibilise aussi autour Ben, c'est clair que de son dans cet entourage. exemple des gobelets réutilisables, en fait, au début, on s'est posé la question, mais est-ce que c'est vraiment plus intéressant d'un point de vue environnemental, parce qu'il faut les laver, etc., que du jetable? On s'est dit, en fait, que ce soit plus intéressant ou pas, peu importe, à la limite, l'intérêt, il est effectivement de sensibiliser les gens et d'essayer de sortir de cette logique absurde de l'usage unique. Bon, après, on a fait des études et tout ça, et on voit que c'est jusqu'à 200 fois plus intéressant d'un point de vue environnemental, ce qui intuitivement était l'évidence. Mais je veux dire, il y a cette logique-là aussi, quoi, qui est importante. De s'éduquer nous-mêmes, entre nous, parce que bon, ici, je dis, il faut dire aux gens, mais c'est à moi aussi, hein, je veux dire, on est tous dans ce modèle-là, on est tous une partie du problème. Mais voilà, se rendre compte qu'il y a des solutions qui existent et que on doit en fait changer le logiciel, quoi. Je veux dire, ouais. Ce qui est intéressant, je trouve aussi par rapport à ton parcours ou le projet l'ACMO, de mon point de vue, enfin, je l'ai connu comme il y a 12 ans ou 13 ans. Puis j'étais curieux de voir comment ça s'organise de l'intérieur, donc j'ai participé à une édition comme volontaire. Oui. J'ai fait la sécurité front stage. Je me rappelle, c'était une année où il y avait Trio et Goran Bregovic. Ok. En 2011, Je ça, fais le ouais. bodyguard. Ça, c'est 2011? Ouais, ça c'était 2011. Waouh. Ça ne me rajeunit pas. Non. Et après, que ce soit l'ACMO
qui a bien évolué, beaucoup changé. À travers les années, on y a été cette année, on a fait Tout à fait. une journée d'équipe Transformers, mais aussi l'organisation derrière la CEMO. Donc, vous n'organisez plus que la CEMO, mais vous avez plein d'événements. Si tu veux, tu peux Oui. nous en dire un peu plus sur Bah, ça. c'est vrai que voilà, la CEMO, c'est un projet qui a beaucoup évolué en fait, avec le public, avec nous aussi. On est parti là, je parle plutôt de l'offre, hein, de l'aspect culturel. C'est vrai qu'on a parlé un petit clin d'œil sur les gobelets. Oui, mais au départ, on était surtout dans une logique musicale. Et puis petit à petit, on a eu envie d'attiser aussi la curiosité des publics en fait et d'aller plus loin que la musique, de proposer aussi d'autres formes d'expression artistique. Et ça nous semblait important de proposer une expérience culturelle globale aux gens parce que je pense que la solution, elle va venir par des changements sans doute, par des idées, etc. Mais qu'on a besoin aussi, on l'a vu, je pense, ces dernières années, de se nourrir de culture pour grandir et pour évoluer en tant que personne. Et du coup, on a proposé toute une série d'autres contenus. On essaie de plonger les gens dans une ambiance, dans un univers assez différent, d'être créatif dans ce qu'on met en place. Et donc, on essaie vraiment de repenser un petit peu cette expérience de festival pour le public. Et c'est vrai que d'année en année, on s'est beaucoup amusé à rajouter des contenus qui ont d'abord été des spectacles de cirque, d'art de rue, etc. Puis on a rajouté un cabaret. Mhm. On a rajouté un amusoire, qui est un endroit avec jeux en bois, jeux de société, mais tout ça pour de nouveau favoriser la rencontre. On a ajouté des lieux autour du bien-être, des contes, du cinéma, Le blind test, ça c'était top. blind test, Magnifique. effectivement. Ouais. Mais on Euh, dirait qu'il y a 2 festivals en un, en fait. Qu'il y a ouais. un festival pendant la journée, et puis à un certain moment, ça switch, et vous mettez la grande scène en place. Donc au début, c'est famille, et après, ça devient un peu plus festif, ou pas? C'est tout à fait l'idée, c'est qu'on a en fait vraiment deux publics qui sont présents. Des gens qui viennent en famille et qui arrivent généralement le matin, vers 10-11 heures, on ouvre assez tôt, et qui restent jusqu'à 20 h, 21 h. Après, les enfants sont fatigués, il Ouais. faut rentrer, ou qui campent, hein. Et donc, ils vivent vraiment une belle journée parce qu'il y a plein d'offres musicales, les spectacles, ce qu'on appelle les mondes avec tous les contenus, toutes les offres, etc. Et puis, on a un public qui vient plus pour faire la fête, pour les concerts, qui généralement arrivent dans l'après-midi et qui, eux, restent jusqu'à la fermeture vers 2 h du matin. Et donc, ce qu'on trouve très chouette, c'est qu'à la fois, il y a un moment le matin spécifique pour les familles, parce que le public festif n'est pas encore arrivé. Puis, le soir, il y a un moment spécifique pour ceux qui veulent faire la fête, mais aussi il y a un moment de rencontre entre Oui, les oui, générations, qui est un moment qui est super riche et super fort, parce que les gens se croisent, les gens partagent des moments ensemble. Et on trouve que c'est important que chacun ait son moment, son lieu aussi, parce qu'il y a des lieux réservés aux enfants, des lieux réservés aux adultes, oui, oui. mais aussi des lieux communs, quoi, oui. Et les jeunes fêtards voient un peu leur avenir, s'ils veulent bien, tu vois. Là, dans quelques années, avec des enfants, et devoir partir plus tôt. Ouais. Ça les Profites-en effraie maintenant. peut-être. Oui. Au moins, ils pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ouais, ça, c'est clair. Et c'est vrai, parce que tu posais la question, que petit à petit, on s'est investi aussi, on a mis beaucoup d'énergie dans ce projet qui nous tient fort à cœur, qui est la CEMO. Et puis on a aussi, donc on l'a développé au niveau artistique et culturel, comme j'expliquais, mais aussi sur les enjeux environnementaux, avec plein de trucs qu'on a mis en place, sur les enjeux sociaux, sur voilà, toute une série de dynamiques passionnantes. Et puis on s'est aussi lancé dans d'autres dynamiques, d'autres logiques, sur d'autres événements et d'autres projets, parce qu'on trouvait ça intéressant en fait de mettre en place des mutualisations, en fait, de mettre en place des synergies avec d'autres projets, et de permettre à d'autres projets de poursuivre leur existence, ou de s'initier quand on trouvait qu'il y avait un besoin. Donc on a repris effectivement en 2016 l'organisation de Namur en mai, qui est là aussi un événement qui avait déjà une vingtaine d'années quand on l'a repris, et qui est un événement tout à fait incontournable dans la région namuroise, qui accueille à peu près 200 000 personnes. Donc c'est vraiment assez spectaculaire. On a 400 représentations sur le week-end, théâtre, cirque, art de rue, etc. Là aussi, un événement très familial et très rassembleur. Et ce qu'on aime beaucoup avec Namur en mai, c'est cette logique d'occupation de l'espace public, puisqu'on a à moitié des spectacles qui sont gratuits dans les rues. Et là, on trouve qu'il y a aussi une force très grande. En fait, il y a tout un public qui n'ose pas franchir les portes des cinémas, des théâtres, des salles de concert, peut-être même des festivals.
Et là, on a des spectacles, des artistes qui vont vers le public, là où les gens vont faire leurs courses, là où les gens vont travailler, là où les gens vont à l'école. Et donc, on a là aussi une force parce que à la fois, on va chercher un public qui n'est pas spécialement sensible à la culture. Et à la fois, on essaye aussi, via la programmation, le choix des artistes, de changer un petit peu le regard des gens sur leur ville. Et on pense que c'est important aussi. La ville, c'est quand même un lieu de vie, aussi un lieu de rencontre. Et donc, faire ce travail de fond nous semble super intéressant et super riche. Euh, et donc voilà, ça c'est aussi un bel événement qu'on adore. On a aussi repris, là c'était en 2018, l'organisation de Bruxelles Champêtre, Bucolic Brussels, qui se déroule pendant la journée sans voiture, sur la place des Palais et dans le parc de Bruxelles. Ça aussi, ça a bien évolué depuis que vous l'avez pris. Oui, Je ça a le fais bien tous les évolué. ans. Avant, c'était l'ASBL, Poseco. Poseco, Oui. ouais, qui le faisait. Et d'ailleurs, c'était un peu un grand écart que faisait Poseco entre ses activités, on va dire, régulières et puis le Bucolic Brussels. Et puis, vous l'avez pris. Je te laisse continuer. Oui, on l'a repris parce qu'eux avaient envie de passer la main suite au grand écart dont tu parles. C'était pas leur job et du coup, ils avaient envie de passer à autre chose, je pense. Ils nous ont demandé de reprendre parce que je pense qu'ils étaient assez sensibles à notre Thierry. démarche, Thierry, tout à fait, à notre démarche et à notre travail. Et on l'a repris d'abord les premières années en y ajoutant de petites touches, mais en partant de ce travail très chouette que Thierry avait fait pendant une quinzaine d'années. Et ici, maintenant, on est en train de faire évoluer le projet, en fait, en renforçant la dynamique culturelle et en renforçant aussi le propos. Et ici, cette année, on met en place vraiment un spectacle au cœur de l'événement. Bon, cette année, malheureusement, le parc est en travaux, donc on va être uniquement sur la place des Palais. Mais un spectacle un spectacle à la fois sous forme d'un spectacle de cirque, mais à la fois sous forme de jeu et d'animation, qui est vraiment sur la thématique de la ville de demain. On a l'impression que on est là en plein cœur d'une ville, une journée qui est très particulière pour les Bruxellois, évidemment, la journée sans voiture, et que c'est l'occasion de rêver ou de revendiquer peut-être la ville de demain, qui selon nous est une ville qui va vers plus de convivialité, qui va vers plus de rencontres entre les personnes. On a l'impression que c'est vraiment l'élément clé qui manque aujourd'hui dans les villes. Le fait de créer des espaces de rencontre et des moments de rencontre en fait, entre les citoyens pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se rencontrer. Et c'est un peu ce qu'on a envie de mettre en place. L'idée autour de Bucolic Brussels cette année, c'est de proposer un spectacle qui raconte un petit peu la manière dont on voit, on propose la ville de demain, et que quand les gens sortent de spectacle, ils puissent continuer à le vivre dans l'événement qui serait une illustration aussi de la ville de demain, quoi. Donc on a à la fois comment on pourrait se nourrir demain de manière plus conviviale, comment on pourrait passer des moments chouettes, sympas ensemble de manière plus conviviale, se divertir, réfléchir, etc., créer. Donc voilà, c'est passionnant. On fait cette année un premier essai et puis on va, je pense, poursuivre là-dedans parce que on croit que c'est important de repenser les choses. Surtout après 2 ans de Covid qui ont oui. complètement bouleversé notre vivre ensemble et la façon avec laquelle on perçoit les villes, où on vit les villes. Qui ont non seulement bouleversé les vivre ensemble, tout à fait d'accord avec toi, et qui ont aussi été, de mon point de vue en tout cas, super effrayantes au niveau des priorités et des choix qu'ont fait les politiques. Hein, puisque le message a été clairement de dire Les essentiels. Voilà, Les villes essentielles. on s'en souviendra longtemps parce que c'est quand même une gifle qui a été faite, je pense pas spécialement, enfin forcément aussi au travail de la culture, mais surtout en fait aux citoyens qui certains s'en sont rendus compte, d'autres vont s'en rendre compte que en fait pendant ces 2 dernières années, il a été considéré que ce qui était essentiel, c'est de faire de nous des consommateurs, qu'on pouvait acheter de préférence dans des grandes surfaces ou mais que ce qui n'était pas essentiel, c'était tout ce qui nous nourrissait vraiment. Tout ce qui créait le lien humain, tout ce qui faisait de nous des individus. Les commerces de proximité. Notamment les commerces de Pourquoi proximité. Pourquoi Deleuze serait ouvert au Imbrico, mais un commerce de proximité fermé, en effet. Une librairie, il a fallu longtemps, etc. Donc on a vraiment... le gouvernement a fait un choix qui n'avait aucune raison d'être d'un point de vue sanitaire. Hein. C'était un choix éminemment politique. C'est une manière de défendre un modèle de société
qui, je pense, est assez effrayant et qui est un véritable danger. Et ça, je pense que c'est important de s'en rendre compte parce que des crises, on va encore en vivre. Ça, je pense que tout le monde en est conscient et il va falloir être très attentif que ça ne se reproduise pas. Et là, je n'essaie pas de défendre mon steak. Voilà, oui, c'est vraiment un modèle de C'est ce qui société. t'anime, je veux dire, si tu as dit à 22 ans, 23 ans, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, même si la CMO, ça a commencé et ça continue à ne pas être une entreprise, mais c'est une association à but non lucratif, mais c'est de l'entrepreneuriat parce que tu l'as lancé avec tes cofondateurs. Thierry, d'ailleurs, Oui, tout à fait. avec Thierry, hein, c'est ça. Oui, il est arrivé assez vite dans le projet. Oui. Et donc c'est quelque chose qui t'anime, donc c'est normal que tu, comment dire, c'est pas défendre son steak, mais défendre des valeurs qui t'ont poussé à 22 ans à créer des choses auxquelles on n'est pas habitué. On ne nous apprend pas à être entrepreneur, et donc tu as commencé assez tôt dans ce monde. Donc, moi personnellement, je respecte cela, justement cette volonté d'aller de l'avant et de défendre justement ce que tu as créé avec, pas tout seul, mais Mhm. avec tous tes collaborateurs. Donc c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, je trouve que le secteur de la culture a été relativement timide pour défendre son steak. Je pense qu'il aurait dû Oui. vraiment, personnellement, hein, je pense que l'expression artistique, ça va venir, hein, ça prend du temps. L'expression artistique est probablement l'expression la plus forte pour justement exprimer des idées. Et donc c'était un événement, ça continue à l'être, un événement qui définit une génération ou plusieurs Bien générations. sûr. Et donc je suis en attente de voir comment les Ouais, je artistes pense qu'il y a, il y a- il y a- il y a- il y vont a deux traiter choses, cela. hein. C'est vrai qu'on est dans un secteur qui est extrêmement... le secteur culturel est vraiment tourné et construit autour du vivre ensemble, hein. Mhm, C'est mhm. ce qui anime, je pense, tous ceux qui travaillent là-dedans. Et il y a une dynamique de grand respect. Au début, il y a eu évidemment, comme pour tout le monde, une stupéfaction face à la situation. Et puis petit à petit, euh, on- une révolte qui a commencé à gronder au niveau des opérateurs culturels. Je suis d'accord avec ce que tu dis, que ça aurait dû ou pu être plus violent. Mais j'ai quand même l'impression, à relire un petit peu ce qui s'est passé, que la culture est le seul secteur à s'être ouvertement rebellé face aux décisions. C'est venu très tard, en ouvrant alors que c'était interdit. Je pense qu'aucun autre l'a fait. Mais moi je parlais même aussi au niveau d'expression Mais alors sur artistique. la création, Donc oui, ça voilà, je pense que ça des va venir, artistes. oui. La violence n'est pas forcément une violence physique, mais Non, c'est, on non. va dire, l'intensité ou il y a Zaz par exemple, il y a aussi il y a quelques chansons qui sont sorties qui avaient une expression assez forte. Maintenant, j'oublie son nom. Oui, HK, là, oui. HK et Saint-Amour, ça, il était Ouais. très présent très vite. Mais il y en a un autre dont j'ai oublié le nom, qui faisait des concerts pendant le Covid, tout seul à la maison. Et puis, Paul-Henri saurait très vite Saurait dire nous lequel, dire. mais j'ai oublié. Mais c'était vraiment une chanson qui, wow, on la met, on se met à réfléchir direct, quoi. Mais moi, je pense que ça va venir, hein. C'est vrai que, oui, je pense que ça va venir. On voit déjà que ça vient dans certaines créations. Ce qui est marrant, c'est quand même pendant cette période, on a beaucoup parlé de monde d'après, en pensant que ça allait être Exact. différent, Le nouveau mieux, monde. hein, le nouveau monde qui va arriver après. Et donc, il y a eu un moment d'espoir, en fait, pour tout le monde. Et puis là, un désenchantement total, évidemment, aujourd'hui. Et ça va imprégner, je pense, la création artistique dans les Je peux te les dire prochaines que années. on parlait de ça, je parlais de ça avec mon épouse hier, justement. Je revis les concerts, ou on revit, parce qu'on en a discuté, on a vécu exactement la même chose. Les concerts et justement les événements en public de façon complètement différente. Donc hier, on a été voir Arcade Fire, par exemple, à Anvers. Donc c'était salle comble, et ainsi de suite. Et comme si rien n'était, en fait. Il n'y a pas eu le Covid, il n'y a rien du tout. J'ai été au bar commander, tu gueules dans l'oreille du barman ou de la barmaid. Voilà, tu danses avec les gens autour de toi, et ainsi de suite, comme si rien n'était. Alors que sur le ticket, il y a encore les traces de la période Covid. Et il faut voir quelle couleur définit le moment, et ainsi de suite. Mais c'est prendre en fait la liberté individuelle et collective pour des acquis. Puis il y a cet événement qui vient, qui chamboule tout.
Et après, on retrouve nos libertés qu'on considérait avant justement comme acquis ou quelque chose qui n'avait pas de valeur. Mais en fait, c'est probablement la chose la plus qui a le plus de valeur pour un individu. En tout cas, pour moi, personnellement, je pense que la liberté individuelle et collective, c'est ce qui définit une société. C'est un débat qui est intéressant. Oui, il y a la question de liberté, il y a la question... Enfin oui, pour moi, je ne vais pas dire plus encore, mais ce qui m'a plus marqué encore que la question de la liberté, c'est cette question de choix de société qu'on nous imposait, quoi, de modèle de société qu'on nous imposait. Moi, je me pose très franchement la question aujourd'hui, mais c'est un autre débat sur le plan des enjeux justement environnementaux. Jusque quand on va pouvoir continuer à avoir cette logique de liberté individuelle et jusqu'où? Parce qu'elle est aussi un peu destructrice dès le moment où certains comportements nous conduisent vers une forme d'impasse. Et la vie en commun, à partir du moment où on est tous dans le même bateau, va imposer peut-être des sacrifices. Maintenant, comment ces choix vont être faits? Qu'est-ce qu'on pourra faire et ne pas faire? C'est un débat, c'est un débat politique Oui, c'est un débat. très intéressant. On pourrait faire un podcast rien que pour ça. Hein. Mais Parce que là il faut voir le risque aussi. Ah ben le risque est total, hein, le risque est total. Le totalitarisme vert. Oui, tout à fait d'accord. Donc il y a un juste milieu à trouver. Il y a plus qu'un juste milieu à trouver. Il y a vraiment une société pour moi à réinventer, quoi. Il y a une société à réinventer. On sait quand même qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit a plein de beaux éléments, mais court à sa perte, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut la réinventer. Et là, il va falloir beaucoup de créativité pour éviter tous ces pièges dont tu parles et qui sont réellement très, très dangereux. Mais c'est pour ça que le débat, il doit être multiple. Oui. Et donc, il y a des visions différentes. Un libertarien, par exemple, verrait les choses différemment. Tout à fait. Même si il peut avoir des... Moi, personnellement, par exemple, j'ai le projet Transforma a un focus sur la durabilité depuis assez longtemps. On a plusieurs programmes. On est certifié Green Key, donc on a tout un cahier de charge avec plein d'actions justement pour garantir et diminuer notre impact, on va dire. Il y a aussi, on est certifié par Natagora pour la biodiversité tout en dehors, et le projet de permaculture. Vous faites un travail fabuleux. Alors, c'est super. donc c'est vraiment dans notre ADN, mais en même temps, moi personnellement, surtout après le Covid, je ne sais pas j'ai acquis, mais je sens des valeurs libertariennes dans le sens liberté, garantie de la liberté individuelle et collective qui est devenu très fort. Et donc c'est comme si en fait c'était un test pour la société cette période Covid pour trouver l'équilibre entre quelles sont les libertés individuelles et collectives et quelle est justement la responsabilité de chacun par rapport à l'environnement commun, collectif et ainsi de suite. Donc il faut vraiment faire attention parce que l'histoire nous montre aussi que des dépassements dans ce sens sont vite faits, vite arrivés. On est d'accord et c'est vrai que je pense que là il y a un enjeu majeur aujourd'hui qui est au niveau de... Il faut très rapidement en fait informer, éduquer les gens en fait. Éduquer dans le sens d'aider à grandir dans leur conscience, se rendre compte de ce qui se passe. Ouvrir les yeux, c'est facile et on est tous, honnêtement, moi aussi, on est tous à certains moments dans une forme de déni. C'est obligatoire pour notre survie. Mais il y a un moment, il faut juste que les gens soient conscients de ce qui est en train de se passer, aussi bien sur les enjeux dont tu parles que sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux sociaux. Ce sont des crises globales, hein. Les enjeux économiques aussi. Je ne dis pas ça pour... foutre la mauvaise ambiance, mais je veux dire, là, il est important que chacun soit conscient. Il ne faut pas tomber dans une panique. Il y a une chose, par exemple, pour moi qui était révélatrice par rapport à la période Covid, c'est de se rendre compte que toute la production a été complètement outsourcée. On va dire en dehors des territoires, donc des pays, entre guillemets, développés. Donc l'Europe ne produit presque plus rien, on va dire. Et donc, une action post-Covid, par exemple, pour l'environnement et cette nouvelle société, c'est de rapatrier une production plus responsable, plus normée que tout ce qui se produit ailleurs et qui est importé.
et qui constitue une des plus grandes sources de pollution. Donc les grands paquebots là, remplis de... Et donc là, par exemple, quelle est la volonté politique par rapport à ça? Oui, Volonté c'est sociétale? à la fois de pollution, à la fois de dépendance, à la fois Exact. on est tout à fait d'accord. Cette relocalisation, c'est un enjeu majeur. Et ce que je voulais dire, si tu veux, par cette dynamique d'éducation, dans le sens pas professoral, mais je veux dire de sensibilisation, enfin on dit ça comme on veut, c'est aussi vraiment la dynamique qu'on essaie de mettre en place dans nos projets, quoi, si tu veux, c'est d'essayer de faire ça de manière positive, de montrer qu'il y a des alternatives. Certains nous disent: «Vous n'êtes pas assez radicaux, ça va pas assez vite et tout». On veut oui, peut-être, mais Mais, on n'a pas envie de parler qu'à des convaincus et on a envie de mais en même temps, Federica, on ne te laisse pas parler hein, entre Moi, nous j'ai une deux. question. Ah, Si, depuis tout à l'heure. Mais vas-y, Anis. Je te laisse Juste parler. un dernier point, par rapport à l'éducation sur ce sujet, si on regarde un peu quel est le shift qui a été fait sur, on va dire, les sujets abordés, les sujets importants, et comment ils sont abordés par les politiques, la- le, tout ce qui est durabilité et impact environnemental est devenu, en tout cas, le sujet le plus poussé par la plus grande frange politique. Donc des partis, par exemple, si on parle juste de la Belgique francophone, moi je me rappelle très bien, par exemple, d'une manifestation pour le climat où le PS est venu avec tous les cadres du PS marcher premier franc pour manifester contre le climat alors qu'ils sont au pouvoir euh, en Wallonie et à Bruxelles. Donc c'est devenu un sujet politique il est poussé par eux et limite qui définit un agenda politique. Donc toute la génération, la nôtre et celle qui est venue après, est sensibilisée à ce sujet par rapport aux gestes individuels qu'on devait. Moi, par exemple, mes enfants, jamais ils n'ont pris de bouteilles en plastique dans leur école. Leur école impose des gourdes et ainsi de suite. Il y a plein de gestes comme ça au quotidien qui définissent notre impact, un impact positif. Donc, sur les petits gestes, oui, maintenant, on voit que c'est insuffisant, que malgré ces gestes, on n'a jamais consommé autant d'énergie, jamais autant de pétrole, jamais autant de gaz, jamais autant de, sources d'énergie. On n'a jamais produit autant de déchets au niveau global, on n'a jamais autant déforesté, on n'a jamais autant, va au niveau international, hein, je veux dire, pas en Europe. Donc ça reste insuffisant, il va falloir passer à la vitesse suivante. Heu, c'est un débat intéressant en tout cas, mais je pense que c'est- la question des petits gestes est acquise et maintenant on va devoir passer à la phase des grands gestes, quoi. par contre, il y a un grand effort de reforestation. Euh, En donc si Europe, on oui, regarde oui. on fait les chiffres bruts de déforestation et reforestation, il y a plus de forêts. Il n'y a jamais eu autant de forêts en ce moment. Il y a plein de chiffres comme ça, il faut faire attention un peu à la tendance. Mais moi, personnellement, les sujets qui me frappent le plus, c'est la pollution, donc les déchets en plastique, etc. Surtout en dehors de l'Europe et du monde occidental. Si on voyage un peu, on voyage en Afrique ou bien en Asie, là on voit des quantités de déchets parce qu'il n'y a pas toute l'infrastructure pour Il y a traiter les plus de déchets. déchets là-bas, mais un Africain, un Asiatique, un Sud-Américain moyen a un impact environnemental qui est 5 à 10 fois plus faible qu'un Européen. Bah, là par Heu, exemple, Pas sur les déchets, mais sur les si on transports, va sur la en Afrique, par exemple, consommation. il y a des forêts de plastique. Oui, oui. Et donc ça amène au deuxième sujet qui me touche personnellement, c'est la perte en fait de biodiversité et d'espèces qui sont menacées par notre style de vie. Quand tu regardes un peu le problème de plus près, très souvent c'est un problème d'infrastructure dans plein de pays, euh, on va dire du troisième monde. Euh, et donc, par exemple, traiter les déchets en Belgique, ou par exemple contrôler tes déchets en Belgique, aurait moins d'impact que d'aider à l'installation d'infrastructures, par exemple en Afrique, pour traiter les déchets, ou pour nettoyer des courants d'eau. Il y a le projet Clean Oceans, c'est ça Oui. euh, par exemple, qui aussi passe par des phases d'apprentissage, qui maintenant cherche à nettoyer en amont dans les cours d'eau, dans les rivières, et ainsi de suite, parce que justement, il n'y a pas d'effort de traitement des déchets. Donc parfois,
On a tendance à peindre avec un gros pinceau un problème très complexe et donc qu'il faut traiter vraiment par des micro-solutions, quoi, parfois. En tout cas, c'est quoi ta question, Federica? Alors, ma question, vous êtes allé trop loin, par contre. Toujours ces enjeux environnementaux, donc on n'est pas loin, et surtout l'activité liée donc, au festival et à la CEMO et aux autres événements. Donc, on a parlé des gobelets donc, réutilisables, qui a commencé en 2008, mais on est en 2022. Est-ce qu'on peut dire que les gobelets réutilisables sont l'innovation la plus, celle qui a changé de façon la plus durable les festivals jusqu'à maintenant? Si pas, il y en a d'autres. Tu peux en mentionner plusieurs, hein, c'est juste intéressant. Et vers quoi vous dirigez? Est-ce que vous travaillez sur d'autres formes j'imagine, hein, on vous voit, vous êtes toujours occupé, mais qu'est-ce qui nous réserve la CMO 2023 par exemple? Voilà. En fait, ce qui est intéressant avec l'exemple des gobelets réutilisables, c'est que maintenant, 15 ans après, on a un peu de recul et donc on voit qu'il y a quelque chose qui a été testé de manière super, comment dire, expérimentale il y a 15 ans. Aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je cite cet exemple-là, qui effectivement n'est plus l'actualité de la recherche, si on peut appeler ça, là-dessus. Mais ici, on travaille sur pas mal de thématiques, hein. On parlait de déchets, c'est vrai qu'il y a tout un travail de réduction de déchets. On a eu les gobelets réutilisables, on est passé déjà il y a 1 an ou 2 à la vaisselle réutilisable. Donc ici, nous, il y a tous les food trucks, par exemple, proposent 100% de vaisselle réutilisable. Il n'y a plus de vaisselle jetable. Et puis, il y a un travail global de réduction des déchets qui fait que par festivalier, je n'ai pas encore vu les chiffres de cette année, mais on tourne plutôt autour des 200, entre 200 et 300 grammes par personne et par jour, là où on est plutôt à 1,5 kg chez nous, à notre domicile, par citoyen en Belgique. Donc, une demi-tonne par an de déchets par personne. Donc ça, c'est plein d'exemples autour des déchets. Il y a un gros chantier sur lequel on travaille. On a fait une grosse étude avec des gens spécialisés là-dedans. C'est sur la mobilité, hein. C'est évidemment l'élément le plus impactant parce que quand on a des milliers de personnes qui rejoignent un lieu, inévitablement, voilà, d'autant plus si c'est un beau pourcentage en voiture, ben, c'est un impact qui est assez lourd. Donc là, c'est notre prochain chantier prioritaire. On va mettre en place un plan d'action sur plusieurs années. Et puis, on travaille aussi sur l'alimentation depuis quelques années, avec une alimentation qu'on veut locale, de saison, avec des alternatives végétariennes aussi dans l'ensemble des food trucks qu'on propose. On n'a pas de gros stands de frites, etc. La CMO sont vraiment tous des petits artisans food trucks qui font leur travail avec amour et passion. C'est très chouette, hein. On trouve meilleur pour la santé, meilleur pour l'appétit et meilleur certainement pour l'environnement et plus original, oui. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui est en train aussi de se répandre et qu'on est un peu moins dans des logiques de gros stands qui vont dans les festivals. Il y a tout un enjeu aussi autour de l'énergie et éclairage. On a quand même clairement amorcé un gros changement, la CMO et d'autres, sur l'éclairage au LED, sur les scènes, sur le festival, etc. Ce qui est assez important. Donc là, ce sont quelques exemples sur la scénographie aussi, Là, du etc. coup, moi, ça m'a beaucoup frappé. C'est magnifique, mais on voit, c'est de la récup, on voit l'intention qu'il y a derrière, de réutiliser, de réinventer, et de redonner la vie à, je sais pas, ce qui était une palette avant, maintenant c'est un fauteuil super confortable où on s'installe au festival, on profite, c'est juste trop bien. Oui, c'est aussi une manière de donner une autre place aux déchets que ce dont Anis parlait, quoi, de montrer que le déchet peut avoir une deuxième vie. Ici, enfin, voilà, c'est à la fois un choix esthétique et artistique et à la fois, comme toujours, un message derrière. En fait, ce sur quoi on essaie de travailler, c'est toujours d'associer cet aspect. C'est marrant parce que vous l'avez cité et sur la déco et sur l'aspect alimentation, d'associer cette démarche durable à quelque chose de positif, à une meilleure expérience pour les gens. Ça peut jamais être un élément chiant ou négatif parce que sinon on passe à côté du message qu'on a envie de faire passer, quoi. Moi, franchement, cette année à la CMO, parce que quand on doit aller aux toilettes au festival, on n'est jamais très serein. Mais j'ai adoré les toilettes de la CMO. C'est juste trop sympa, bien fait, durable, avec des toilettes sèches. Ouais. Tout y était. Et alors, il faudra que tu l'expliques. Moi, je ne sais pas bien l'expliquer avec la tirette, zip. Oui, parce que normalement, on est habitué à être dans une cage en plastique. Et en fait, non, pas du tout.
C'est super sympa. C'est avec Et elles on sont n'entend créées pas avec des souvent, je bâches. crois, hein. Non, c'est vrai, avec des bâches recyclées. Non, mais c'est vrai que ça aussi, hein, les toilettes sèches qu'on propose là, depuis 2008. Et on s'est dit, mais les toilettes, ça fait partie des éléments de mauvaise expérience sur Ouais, festival pour les c'est gens. vrai. Alors, comment Surtout pour rendre les ça? filles. Surtout pour les filles, même pour les garçons, hein. On doit y aller moins souvent, nous. Ouais. Mais, et du coup, on s'est dit, mais on va essayer les toilettes sèches, mais du coup, ça doit être mieux en fait que les toilettes Cathy Cabine ou voilà. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que les copeaux absorbent les odeurs, on voit pas le caca du précédent, ce genre de choses. Et du coup, on a aussi des grosses équipes qui entretiennent, qui nettoient pour que ce soit propre tout le temps, parce que ça fait partie du message qu'on a envie de partager, quoi. Et vous réutilisez la biomasse qui est La générée? biomasse est réutilisée, oui. Alors, on peut pas la réutiliser dans l'agriculture alimentaire, mais dans l'horticulture, on peut, par exemple. Donc voilà, c'est réutilisé, oui. Super. Bah, bravo, en tout Merci. cas. Et puis, il y a tout un travail aussi sur les enjeux sociaux, quoi, qui nous semble important. On parlait de lieux de rencontre. Bon, j'en ai un peu plus parlé dans le cadre de Namur en mai, mais c'est vrai qu'à la CEMO, on fait aussi un gros boulot pour rendre l'événement accessible aux familles, évidemment, mais aussi aux personnes en situation de handicap. On a des podiums surélevés, on a des boucles à induction qui permettent aux personnes malentendantes de se connecter Ah oui, directement c'est à la chouette, ça. régie et d'entendre dans leurs appareils auditifs le son en fait, des concerts. On a des traductions en langue des signes de certains concerts. On a des stewards qui aident les personnes en situation de handicap. On met à disposition des chaises roulantes pour les personnes âgées, les personnes qui sont plus vite fatiguées, des assistes, etc. Enfin, donc vraiment, il y a aussi là une... On essaie de faire un travail à 360 degrés pour que les Ça tables m'a à beaucoup langer. Ouais. percuté. Je n'ai jamais vu ça dans un festival. C'est très bien pensé. Il y a pour, aussi une crèche. C'est Ouais. vrai? Ça, c'était hallucinant, Ouais, hein. ouais. Franchement, Ah. il y a un espace où tu peux laisser tes enfants jouer, ainsi de suite, et puis revenir les chercher après. Si tu veux. Ouais, il y a en fait donc les tables à langer, effectivement, on a les tables à langer avec micro-ondes, chauffe-biberon, un espace pour allaiter aussi. Enfin, on peut allaiter n'importe où, bien sûr, mais certaines mères préfèrent le faire en intimité, donc elles peuvent, voilà. Et on a aussi effectivement 2 espaces, en fait, pour que les parents puissent à un moment se retrouver sans leurs enfants. Un espace qui est plutôt sieste, donc soit pour l'après-midi, la sieste, soit pour le début de la nuit, ils peuvent les déposer là. Il y a des puéricultrices qui gardent les enfants. Soit pour jouer plutôt dans un espace qui est vraiment avec plein de jeux, d'activités pour les enfants. Et là, les parents peuvent laisser leurs enfants 1 heure, le temps d'avoir un petit concert, de passer un petit moment à deux. Et puis ils reviennent les chercher s'ils y arrivent, parce que souvent les enfants ont envie Oui. de rester. Donc ouais, et puis il y a un camping spécial pour les familles aussi. Elles sont bien accueillies. Mais cette année, on a eu à peu près un tiers du public qui étaient des enfants, quoi. Plus de 1000 bébés de moins de 3 ans. Waouh. Ouais. C'est quand même impressionnant, hein. C'est impressionnant, ça. On se rend pas compte, hein. Mais Bah, il y avait beaucoup d'enfants, ça c'est sûr, parce que nous, on a été pendant la journée aussi. Mais 1000 bébés, 1000 Ouais. enfants de moins de 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. comme C'est chiffre. impressionnant et ça nous touche beaucoup que des parents avec des tout petits nous fassent confiance en se disant, ben, à la fois, on a envie, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'activités à ces âges-là, on a envie de proposer une activité qui va faire grandir nos enfants, en fait, avec une offre culturelle plutôt que d'aller dans un parc d'attractions ou dans, voilà. C'est vrai que j'ai participé, moi. J'ai amené ma fille qui a 2 ans. Ah bah, merci, ça fait mon- déjà une en plus. Mon fils, hein. il a passé ça, il a 4 ans, puis il a 8 ans, mais 2 ans, elle était là, elle s'est super bien amusée, hein. Voilà, et enfin, on a l'impression que c'est un beau cadeau que les parents font à leurs enfants, quoi, de leur offrir un moment comme ça. Alors c'est vrai que quand on a un enfant d'1 an, 2 ans, on ne sait pas trop avec quoi il repart. Je suis persuadé que ça contribue à construire une future belle personne, en tout cas. Et puis bah, nous, ça nous touche beaucoup qu'ils nous fassent confiance, hein. C'est flippant d'aller dans des endroits comme ça avec des petits-enfants. On sait qu'il faut plein de bazar. Est-ce qu'il va pouvoir dormir? Est-ce qu'on prête des casques aussi pour les oreilles des enfants? Enfin, je veux dire, il y a énormément de trucs qui sont mis en place pour que les parents vivent sereinement l'expérience et que les enfants en Et le profitent cadre à est fond. très agréable aussi. Et ce qu'on a envie aussi, c'est que ce soit pas juste un truc pour les enfants, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois les enfants s'y retrouvent et du coup les parents sont contents de voir les enfants s'amuser, mais qu'il y a aussi vraiment tout n'est pas tourné autour des enfants. Il y a des activités pour les enfants, des activités à vivre en famille, des activités pour les adultes où on peut prendre les enfants avec, quoi. Et donc de cette manière-là, tout le monde s'y retrouve et on trouve que c'est
aussi important dans une dynamique familiale d'avoir ces équilibres-là. Un enfant sera heureux si ses parents le sont aussi, hein. Je veux dire, Je confirme. Mais même pour équipe, je veux dire, pour des entreprises, ils peuvent y aller ensemble, justement en famille, comme nous on a fait. Ouais, c'était On a super passé chouette, vraiment un hein. chouette moment, hein. Ouais. On n'a pas gagné le blind test parce qu'il n'y avait rien à gagner. Sinon, on a bien joué. On a La bien satisfaction, joué, on a hein. bien joué. L'important, c'est de participer. C'est vrai Vous qu'on avez avait- gagné des souvenirs et ça, c'est ouais, le plus on a important. une équipe Oui. multiculturelle avec un background culturel très particulier. Et du coup, on pouvait Vous couvrir. connaissez toutes les musiques. Voilà, on pouvait bien c'est pas couvrir mal. les. Même Toto Cotogno, il y avait. Ah oui, mais même le choix du DJ C'est était clair. assez Ah oui, multiculturel. il est bon, lui, Ouais. celui qui Vraiment fait bon, le. ouais. Il fait ça de façon Non, c'est son boulot. c'est Oui. son boulot. Ouais. Ouais, il est bon, Ouais. il est bon. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, parce que j'ai vu, on va dire, l'évolution de Pastou comme équipe, les différents projets. J'ai vu aussi le nombre de tes collègues augmenter. Mhm. Évidemment, puisque vous êtes chez Transforma, du coup, on peut voir les bureaux que vous prenez, ainsi de suite. Mais ce qui m'intrigue, c'est un projet comme ça, après 15 ans, c'est un projet qui prend énormément d'énergie, énergie individuelle et collective, et beaucoup arrêtent, entre guillemets, ou cèdent, ou font autre chose. Mais toi, tu continues, et l'équipe grandit, et ça évolue, il y a de nouvelles idées qui viennent. Où est-ce que tu puises ton énergie et ta motivation et ton inspiration, quelque part? Je pense, moi, je suis passionné par les projets, quoi. Ça me passionne cette dynamique créative de créer des projets avec toujours en tête l'idée de faire vivre des chouettes moments au public, de les nourrir et d'essayer d'être créatif, de surprendre les gens. Et je sais pas, c'est un truc qui m'anime et qui est. Je pense qu'effectivement, si pendant toutes ces années, j'avais fait que le même projet de l'ACEMO sur le même format d'année en année, ben, il y a longtemps que j'aurais arrêté parce que ça m'aurait emmerdé. Ici, ce qui est chouette, c'est à la fois, on parle de l'ACEMO, faire évoluer le projet, un peu réinventer. Et l'ACEMO est un peu le modèle de festival. Enfin, on est complètement atypique dans le paysage. Et puis à la fois, faire le même travail sur d'autres événements, sur d'autres festivals. Puis on se lance aussi dans d'autres projets qui sont aussi très nourrissants. On produit et on crée un spectacle de cabaret qui va tourner dans un Magic Mirror dans 4 villes ici fin de l'année. Donc on va aller un peu sur la grande place de Tournai, à Au Havre, Citadelle de Namur. Et on va terminer à Tour et Taxi dans la nouvelle gare maritime. Et c'est un spectacle qu'on est en train de créer avec une dizaine d'artistes, avec scénographes, chorégraphes, metteurs en scène, Vous avez etc. fait ici, vous avez organisé ici Des castings, des ouais. castings, On a fait des justement, castings ici, ouais. Et les c'était répétitions chouette. vont commencer bientôt. Voilà, c'est aussi passionnant pour nous Ça de. prend du temps quand même, hein, parce que c'était 2 ans que vous Ah avez ouais. commencé le casting. Tout à fait. Ah, on a dû reporter aussi Ah oui, c'est vrai. pour le Covid. Il y a eu mais... quelque chose qui est arrivé entre-temps. Mais bon, c'est quand même plus d'1 an de travail pour un spectacle comme ça, qui va, je pense, être un beau moment pour les gens. Et en fait, c'est cette dynamique d'apprentissage permanente qui est super nourrissante, quoi, je trouve. Et ce partage avec le public. Et en termes d'apprentissage comme gestionnaire de projet maintenant, tu as appris, on va dire, sur les années, parce qu'on vit exactement la même chose. Un projet, je ne sais pas combien de personnes vous avez commencé, vous? Au tout 0 début? d'abord. On a d'abord été tous bénévoles pendant un petit temps, puis j'ai été engagé à mi-temps, et puis on est monté à 3-4 personnes, et puis ici on est une vingtaine. Oui. Voilà. Ben, nous, on a vécu la même chose. Donc au début, j'étais avec Paul-Henri tout seul, et puis petit à petit, ça a grandi. Et à chaque recrutement, à chaque nouveau projet, c'est un nouvel apprentissage à tous les niveaux. Donc au niveau de la gestion, au niveau administratif, et ainsi de suite. Et comment a été ton learning curve, ta courbe d'apprentissage quelque part? Et je suppose que tu continues à confronter de nouvelles situations. Par exemple, tu as un conseil d'administration. Comment ça a évolué sur les 15 ans que... Bah, je pense que j'ai beaucoup évolué, beaucoup appris avec les projets, quoi, avec enfin, en suivant l'évolution des projets. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre aussi, enfin j'espère en tout cas. Euh, Moi, je vois ça vraiment comme un apprentissage continu, quoi. Il y a eu des super réussites dont j'ai essayé
enfin, dont je pense avoir retenu beaucoup de choses. Il y a eu des beaux échecs, il y a eu des moments un peu hésitants. Et en fait, c'est vrai que c'est marrant parce que souvent, les gens, enfin, des gens que j'ai plus vus depuis longtemps et que je croise me disent: «Ah ouais, là, c'est Mo, enfin, c'est quand même, tu mènes bien ta barque, c'est devenu un gros bazar, ça tourne ton truc, vous êtes plein et tout ça». Moi, je vois toujours ça comme le petit truc artisanal que je fais dans mon coin en bricolant, dans mon garage, quoi. Alors je suis plus dans ma chambre, je suis dans le très beau bureau ici à Transforma, je suis plus tout seul, enfin, jamais été tout seul, on a toujours été une équipe, mais on est beaucoup à être engagés, et à travailler tous les jours sur les projets. Mais je trouve qu'on fait toujours de l'artisanat et je trouve que ça reste quand même toujours, de mon point de vue Ouais. intérieur, très fragile, quoi, ce qu'on propose. Que ça donne une impression d'assurance et de stabilité, d'exister, parce qu'on parle beaucoup de nous dans les médias, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur nos événements, et cetera. Mais nous, en voyant tous les petits problèmes au quotidien, les difficultés, il faut boucler les budgets, il faut vendre des tickets, il faut trouver des financements, et puis il faut mettre en place les projets, trouver les équipes, former les gens, que les gens se sentent bien dans la structure, envie de travailler et de s'épanouir avec nous sur les projets. Enfin, tout ça, C'est très stable en tout cas. L'équipe est très stable. Il y a un corps en anglais, donc on va dire un noyau qui est toujours là. Et ça, c'est une marque justement de bonne santé au niveau de la gestion. c'est vrai qu'il y a quand même quelques piliers dans l'équipe depuis quelques années, alors que c'est un métier qui est vraiment très, très éprouvant, hein. Ce sont des horaires qui sont compliqués, c'est un métier qui est stressant, qui est dur, qu'il a été d'autant plus, pendant le covid. Mais c'est très usant, quoi. J'ai pas fait beaucoup d'autres métiers, donc je dis pas ça pour comparer, mais voilà, c'est un métier qui est difficile, en tout cas, et donc c'est d'autant plus surprenant. C'est vrai que nous, de nouveau, enfin, voilà, l'exemple que tu cites, toi, tu vois de l'extérieur qu'il y a une stabilité. Nous, bah, sur la vingtaine de personnes, inévitablement, il y en a l'une ou l'autre qui change, et donc on a parfois cette frustration de là, de se dire: «Ah merde, cette personne-là, elle a pas convenu», ou «Elle se sent pas bien», enfin voilà, c'est dur au niveau structure. Donc il y a toujours plusieurs regards. Nous, on le voit de l'intérieur avec les éléments plus difficiles parfois, et de l'extérieur, ça donne cette impression de stabilité. Beh, c'est voilà, c'est un jour l'un, un jour l'autre. C'est ça aussi la réalité, quoi. En tout cas, pour des projets comme ça, aussi demandants, le turnover généralement est beaucoup plus grand. Donc le fait que vous gardiez un grand noyau, quand même, c'est vraiment une marque de bonne santé au niveau de la gestion, au niveau aussi de l'accomplissement que donne le projet. À tout un chacun, on les voit aussi collaborer, des équipes travaillent ensemble, ainsi de suite. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas juste dans leur bureau, ils utilisent aussi les salles de collaboration, salles de réunion créative, les espaces communs, les sofas, ainsi de suite. Il y a une belle émulsion, en tout cas, au niveau de l'équipe, qu'on voit, en tout cas, qu'on Ouais, observe de c'est vrai que l'extérieur, c'est comme c'est tu une dis. équipe qui a cette force d'être passionnée par les projets. On a un bel outil de travail ici à Transforma qui nous permet aussi de nous rencontrer dans des cadres un peu différents, de faire des réunions, de se croiser. Nous, on a fait le choix de à la fois être un peu serré dans les bureaux, mais de prendre le temps il y a une partie de télétravail où chacun peut travailler sur ses missions, et puis une partie où on travaille ensemble, et on se nourrit l'un l'autre. C'est vrai que c'est un travail qui est créatif, mais qui est aussi opérationnel. On fait un peu de tout. On a des équipes qui sont très compétentes, qui sont beaucoup sont arrivées là très jeunes et ont vraiment donné. Enfin, c'est plus qu'un travail pour beaucoup de gens. Ils ont donné une partie d'eux-mêmes, et c'est ce qui fait aussi. Beaucoup de gens nous disent, on sent que la CMO, c'est un événement qui a une âme, etc. Et en fait, c'est pour ça, je pense, parce que les gens qui travaillent ici au bureau à Transforma sur ce projet, et les dizaines de bénévoles qui sont actifs pendant l'année, les centaines de bénévoles, dont à Nice en 2011, sur l'événement, donnent un peu de leur cœur, quoi, enfin une partie d'eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est super qu'il y ait cette fierté, cette envie de mettre une partie de soi dans l'événement, ce qui fait de la CMO un événement si riche, quoi. Si je résume, un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'élancer dans ces métiers aujourd'hui, c'est tout d'abord d'être passionné, c'est bien ça? Je pense que c'est indispensable. Il faut pouvoir être passionné, s'accrocher, pouvoir aussi, voir, sans trop d'œillères, en fait, essayer de pas avoir peur de repenser, de se remettre en question. Je pense que c'est vraiment indispensable.
et d'essayer d'avoir une vision de son projet et d'avancer vers ça en étant patient parce que ça prend du temps. Mais en tout cas, c'est un très, très bon boulot et on est sûr. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Samuel pour avoir été avec nous. C'était super intéressant et à bientôt.